Une entreprise traditionnelle génère à peu près en moyenne par heure travaillée autour de 55 $ de l'heure par heure travaillée à peu près en productivité, puis je veux pas qu'on fasse un débat de chiffres. Une entreprise technologique va générer plus de 80 $ par heure travaillée dans l'économie. Quand même. OK? Là, si je prends une entreprise technologique innovante et que je la maille à une PME qui améliore sa productivité, donc son 55 $ devient un petit peu plus payant, puis qu'à côté, j'ai une entreprise technologique qui, elle, génère plus de 80 $ d'un point de vue de productivité par heure travaillée, mon effet est double. Ben oui. Et si on veut rattraper les chiffres qu'on a entendus au début, tu sais, le 37e rang des pays de l'OCDE, etc., il faut travailler avec des facteurs multiplicateurs. C'est pas juste un élément qu'il faut changer, c'est une mentalité globale qu'il faut changer, puis il y a des capacités de le faire. Tu sais, on a tous les ingrédients pour que ça arrive. Il faut les mettre maintenant en commun, puis il faut changer le mindset de dire, mais quand on a des entreprises innovantes qui répondent à nos besoins, mais notre job, c'est de s'assurer que tout le monde les connaisse. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux 4 coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation qui vous souhaite la bienvenue pour un Dans le garage bien spécial où est-ce qu'aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle de l'heure. La nouvelle toute fraîche sortie, en fait, c'est le lancement du mouvement J'adopte le Québec Tech. Le Québec, c'est une terre de patenteux. Et je dis ça avec le plus grand respect du monde parce que depuis toujours, en fait, on est reconnu pour notre débrouillardise. On n'a pas toujours eu les plus gros budgets, on n'a pas toujours eu les plus grosses ressources, mais on a toujours eu de l'ingéniosité. Notre système D, comme Québécois, en fait, c'est notre marque de commerce, puis on fait des miracles avec 2 bouts de ficelle puis une idée de génie. Pensez à Bombardier, pensez à CGI, pensez au Saputo, ça a tout commencé dans des garages, mais imaginez juste une seconde ce qui se passerait si on donnait à nos patenteux de classe mondiale les meilleurs outils sur la planète. Imaginez en fait si l'ingéniosité des Québécois était mixée avec des robots, de l'intelligence artificielle, avec toutes les nouvelles solutions innovantes. Puis on a un problème, en fait, il est un peu gênant. On travaille comme des fous, on se lève tôt, on fait du temps supplémentaire, on a le cœur au ventre, mais on produit moins de richesse à l'heure que nos voisins. C'est mathématique, on traîne de la patte derrière l'Ontario, puis on parlera même pas des États-Unis, en fait. Pourquoi? On a une vieille habitude, en fait, nationale. On aime ça faire les choses à la mitaine. On est fiers de notre huile de coude, sauf que l'huile de coude en 2026, c'est probablement le plus mauvais carburant économique, on va se le dire. Pendant que nos PME en Beauce, au Lac-Saint-Jean ou même à Laval cherchent du monde pour empiler des boîtes parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a une solution pour automatiser ça existe à 2 stations de métro de chez eux, bien là, on se retrouve en fait avec un méga problème. Et c'est là que le 22 janvier dernier, comme je vous disais, c'est tout chaud, là, ça vient vraiment d'être lancé, il s'est passé quelque chose. On a lancé J'adopte le Québec Tech. Ce n'est pas une mesure administrative, c'est carrément un changement de mentalité qui vient de se passer. C'est Québec Tech, c'est le Fonds de solidarité FTQ et c'est Investissement Québec qui ont joint leurs forces pour dire « il faut qu'on travaille ensemble ». Donc, le ton a été donné pour 2026. On arrête d'acheter ailleurs ce qu'on invente ici au Québec. C'est la fin du complexe d'infériorité. Pourquoi aller chercher une solution en Allemagne quand la meilleure solution au monde est codée à Griffintown ou carrément assemblée à Sherbrooke? C'est ça le nouveau patriotisme économique. C'est pas de la charité, c'est de l'ambition pure. Et aujourd'hui, on reçoit ceux qui ont construit ce pont-là, ceux qui ont imaginé le J'adopte le Québec Tech et ceux qui ont décidé de le propulser. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, on se plaint pas, on regarde pas nos défauts. Aujourd'hui, on regarde ce qu'on a dans le ventre. On a le talent, on a l'argent, on a l'ambition. Il manque juste le déclic. Et ce déclic-là, ben, c'est maintenant. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, bienvenue dans le futur qu'on est en train de bâtir et bienvenue à l'épisode J'adopte le Québec Tech. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Pour commencer, on reçoit l'architecte du projet
Il a regardé les chiffres, il s'est dit, il faut agir, ça ne peut pas rester comme ça. Donc, il a décidé de mettre en place le mouvement J'adopte le Québec Tech. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Richard Chénier, directeur général de Québec Tech. Bonjour. Salut Étienne, ça va? T'es rendu un habitué du podcast, ma foi. Ouais. Là, je suis comme... un habitué, un auditeur fidèle, une fois de temps en temps. Je pense une fois par année que je viens te voir. Ah, écoute, plus que ça, puis c'est toujours un plaisir de te recevoir. Mais là, en plus de ça, pour la nouvelle de cette semaine, en fait, je pense que c'est la nouvelle 2026, on pourrait se dire comme ça, le mouvement J'adopte le Québec Tech. On a vu les statistiques, on a vu le communiqué de presse. Le Canada est 37e sur 38e des pays de l'OCDE en termes de productivité. Quand tu as vu ce chiffre-là, tu dis comme, OK, on est juste poche, ma foi? Ben, en fait, ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans nos façons de faire. Tu sais, on ne peut plus rester sur la même trajectoire. Parce que moi, de l'autre côté, ça fait 10 ans maintenant, cette année, que je travaille avec des startups, avec des entreprises innovantes. Puis ce que j'entends sur le terrain tout le temps, c'est difficile de vendre au Québec. Je vends en Ontario, je vends en Alberta, je vends aux États-Unis, je vends ailleurs, mais quand je viens ici, c'est dur de trouver des clients, etc. Puis en même temps, tu regardes les chiffres de la productivité de l'autre côté, tu te dis, ben on a besoin d'innovation technologique pour être capable de suivre le tempo international. Fait que là, ça nous prend quelque chose pour que les deux morceaux se rencontrent, que les velcros s'accrochent ensemble, parce que je pense qu'un est une solution à l'autre, puis on règle beaucoup de problèmes avec J'adopte. C'est comme de dire que nul n'est prophète dans son pays, carrément, puis il faut régler ça à un certain sens. 100%. Je le disais en introduction, J'adopte le Québec Tech, c'est vraiment un mouvement de maillage. Le but, c'est de prendre des PME, des startups et de les faire se parler. Comment t'es venu cette idée-là, la solution J'adopte le Québec Tech? Tu t'es levé un matin avec un haha moment, tu t'es dit, OK, là, je le fais. Parle-moi un peu de ton processus créatif pour dire, ben ça va nous prendre ça. Ouais. Première des choses, dans le mandat de Québec Tech, il y a une dimension qui touche comment augmenter l'adoption de technologies québécoises par des entreprises québécoises. Carrément, c'est dans votre... C'est dans notre mandat. On a deux mandats principaux en commercialisation, l'adoption locale, mais aussi la commercialisation internationale, qui est vraiment notre fer de lance. Quand on a commencé à travailler là-dessus, on a fait un projet pilote et on a commencé à regarder dans le monde qu'est-ce qui se faisait le mieux, puis on a approché les gens de Ignite Sweden. OK, quand même. En Suède. Ouais. Ignite Sweden sont réputés pour être le meilleur programme de maillage entre des industriels suédois et des entreprises technologiques innovantes suédoises pour créer ces rencontres-là. Fait qu'ils font plein de maillages en fonction des besoins et à partir de là, mais ils s'attendent à ce que 4% des maillages finissent en vente, en commercialisation. Attends, 4%. 4%. Ça veut dire que... 4%, c'est un succès là, pour eux. Oui, c'est un succès parce que l'idée, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place un processus de speed dating. Puis c'est un peu ça, dans le fond, J'adopte le Québec Tech, une portion. C'est le speed dating, c'est de dire, bon, ben, c'est quoi tes besoins comme industriel? A, B, C, dire, OK, c'est parfait. Moi, je vais te présenter des compagnies qui répondent à ces besoins-là, puis on va faire du speed dating. Puis après le speed dating, tu me diras avec lesquels tu veux poursuivre tes relations. Et ils s'attendent que, je ne sais pas, mettons que je suis une PME, puis ils disent, ben, voici tes 3 à 5 principaux besoins. Parfait, je vais te présenter 10-15 compagnies et dis-moi lesquels que tu veux poursuivre. Puis ils s'attendent que de tous ces mariages-là, 4% finissent en contrat. Fait que ça pourrait quasiment devenir le Tinder du Québec Inc. Là. Ouais, mais Tinder avec du tri, par exemple. Mais parlons-en, parce que, dans le fond, il y a une couche, il y a un layer que Québec Tech va, dans le fond, vetter. Vous allez présélectionner des technologies à présenter qui sont assez matures, qui ont eu... Ça ne sera pas carrément non plus que des projets pilotes. Qui va faire cette étape-là, dans le fond, de vetting? Bien, ça, Québec Tech, justement, on le fait déjà. Avec Ignite Sweden, ce qui est arrivé, c'est ça fait déjà 1 an et demi qu'on le fait en projet pilote. Puis on a travaillé avec eux. D'ailleurs, ils nous ont même remis un prix à l'international sur le meilleur partenaire international qu'ils ont eu en 2025. Et on regardait leur méthode, puis on l'a fait avec eux en sourdine un peu. On a fait une tournée de maillage régional. On est allé dans 8 régions du Québec. On a sélectionné des PME. On trouvait ça, fait que c'était un peu notre laboratoire à nous. Puis ce qu'on a réalisé sur le terrain, c'est que ça marche. Ah ouais? Fait que là, on dit, bon, mais comment rendre ça, mettre ça à l'échelle? Et c'est là où on est rendu à J'adopte. C'est que la France, entre-temps, a parti un mouvement qui s'appelle « Je choisis la French Tech ». Et Je choisis la French Tech, ils ont mobilisé 700 industriels et entreprises françaises qui s'engagent à augmenter la consommation de technologies issues de la France
Et leur objectif, c'est de générer 1 milliard d'achats de technologie française sur un horizon de 2 ans. Fait que ce qu'on a fait avec J'Adopte, dans le fond, c'est la fusion des deux. J'adopte le Québec Tech. Le but, c'est de mobiliser les industriels. Donc, on a un objectif de mobiliser 100 entreprises québécoises qui s'engagent à considérer, à évaluer, à consommer des technologies québécoises. Mais plutôt que de le faire juste sur un pledge, on s'est dit, mais on va prendre la méthode d'Ignite Sweden de maillage. Donc, on va leur offrir du service de speed dating avec des entreprises technologiques innovantes québécoises qui répondent à leurs besoins de productivité. Fait que c'est vraiment servi sur un plateau d'argent, là. Mais c'est comme un peu le mix de deux belles initiatives qu'on trouvait. Nous autres, on va en faire une troisième voie qui va répondre beaucoup plus à nos besoins d'aujourd'hui. Mais là, je te relance la question parce que je me mets à la place d'un entrepreneur qui nous écoute, puis lui, il aimerait bien ça être sur cette plateforme-là. Il aimerait ça être adoptable, on va dire ça comme ça, par Québec Tech. Ça va être quoi ces critères qui vont permettre, qui vont dire que oui, une start-up, elle est prête à être adoptée ou à être mise sur la plateforme de maillage? Ça, c'est une excellente question. Première des choses, dans J'Adopte le Québec Tech, c'est des entreprises qui sont rendues en phase de commercialisation et non en phase de prototypage. Et ça, c'est important. Il y a d'autres initiatives qui existent de primo-adoptants, etc., qui est pour celles qui sont encore en mode itératif. Fait que l'entreprise doit démontrer qu'elle a une solution / un produit technologique déjà en marché, déjà acheté par des clients et qui est en phase de croissance, de début de croissance plus élevée, etc. Donc, ça, pour nous, c'est hyper clair. Puis ce qu'on vise aussi dans le mouvement J'Adopte le Québec Tech, c'est pas juste des entreprises en démarrage. On vise aussi des entreprises plus matures parce qu'il y a une question de découvrabilité. Mais c'est entièrement vrai parce que tu as des entreprises matures qui lancent des nouveaux produits qui ont besoin aussi d'être découvertes, là. Exactement. Il y a cette réalité-là, mais il y a aussi des entreprises qui ont une volonté, des fois, de changer de produit. Surtout avec ce qui se passe au niveau géopolitique, etc. Puis à un moment donné, mais y a-t-il des produits québécois qui font la même chose? Mais des fois, on ne le sait pas. Il y en a tellement. On répertorie actuellement 3250-ish startups au Québec, ou 85. On a nos bases de données. Ils ne sont pas toutes en phase de commercialisation. Mais, tu sais, mets-toi à la place d'une PME, là, tu te dire, OK, il faut que j'évalue 3200-ish compagnies qui répondent à mes critères. Impossible. Ils sont pas capables de faire ça. Fait que nous autres, on fait la job de bras. De dire, OK, c'est correct, tu cherches telle affaire, mais nous, on est habitués, on a la base de données, on connaît ces compagnies-là. Donc, et plus ça va aller avec les entreprises, en plus, dans le mouvement, ça va nous permettre d'être encore meilleurs à la fin de l'année parce qu'on va connaître encore plus le tissu des entreprises innovantes québécoises. Puis là, tu le disais d'entrée de jeu, ça fait 10 ans que tu es impliqué dans le mouvement des startups. Tu en as vu une puis une autre, là, on s'entend. Et vous avez fait aussi le projet pilote dans les régions du Québec. Il y a par ailleurs une anecdote que tu m'as racontée avec Drummondville qui a été particulièrement poignante. Dis-nous, ça ressemble à quoi ça, un maillage efficace là, que tu vois entre deux entreprises québécoises? Bien, il y a le cas de Nico Bois qui, pour moi, m'avait frappé de façon assez importante, puis ça va revenir sur d'autres choses que je vais ajouter après, mais tu sais, Nico Bois, il nous approche et il dit, bon, mais là, on a un défi de goulot d'étranglement pour notre facturation, il y a beaucoup de factures manuelles, etc., il faut les rentrer dans le système, etc., le DG, ça demandait beaucoup de temps, etc. Il dit, si vous réglez mon problème là-dessus, si vous me trouvez quelque chose pour moi, je suis acheteur demain matin. Le gars, il a lancé un cri à l'aide. Là, ouais, il avait vraiment besoin parce que là, ça lui demandait beaucoup de temps à lui. Puis il y avait vraiment un goulot d'étranglement. Puis là, on lui a présenté Mélie AI, qui fait justement de la numérisation de factures papier, puis qui est capable ensuite de ça, à partir des données, le niveau de précision et de qualité, je pense qu'il est à 98 ou 99% là, de la véracité de l'information. Fait que ça permettait de numériser tout ça, de rentrer ça dans le système comptable. Ça a pris 48 heures. À implanter dans l'organisation, puis ça a éliminé complètement le goulot d'étranglement du système de facturation. Puis dans le mouvement J'Adopte, je trouve que cet exemple-là, pourquoi je l'aime, cet exemple-là en particulier, c'est le mouvement J'Adopte, c'est pas des grosses stratégies numériques de revoir son usine de layout puis machin truc. C'est dire, regarde, il y a plein de solutions qui t'amènent plein de gains en productivité.
Puis c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de payer des centaines de consultants pour faire l'évaluation de tout ça, puis faire des stratégies, etc. C'est non, garde. Hey, y a-tu quelque chose qui me permettrait de simplifier ABC? Oui, on va essayer de t'aider, on va le trouver. Des fois, on ne le trouvera pas, c'est possible. Mais 80% du temps, on va trouver quelque chose au Québec qui répond à des besoins très spécifiques puis qui simplifie la vie des gens. Moi, j'aime ça. Je t'écoute parler et j'ai des frissons, honnêtement, parce que j'avais un mentor qui me disait la phrase la plus difficile pour un entrepreneur, c'est « j'ai besoin d'aide ». Mais si le jour où tu apprends à dire « pouvez-vous m'aider », là, oublie ça, tout le monde veut aider, tout le monde. 100%. Et là, vous avez carrément créé une ligne directe pour dire « venez nous parler de vos problèmes, on va vous aider ». Puis on va vous trouver des solutions alors que vous n'avez même pas besoin de changer de vos plans de match. Vous n'avez même pas besoin de prendre des journées off pour faire ça. On s'en occupe carrément. En tout cas, j'ai hâte. Puis dans le mouvement d'Adobe, ce qui est intéressant, tu sais, quand on calcule le speed dating, le temps qu'on prend nos compagnies, etc., là, c'est pas si long que ça. On prend à peu près 60 à 90 minutes avec l'entreprise pour vraiment évaluer, OK, où est-ce qu'on pourrait avoir des gains? On identifie de ça 3 à 5 besoins où est-ce qu'on verrait des gains en productivité. Nous autres, nos équipes travaillent en arrière, fait la liste, présente les entreprises en question. Après ça, mais on a un speed dating, c'est des rencontres de 15-20 minutes avec les entreprises. Là, ils rencontrent les 15, voient les solutions, puis après ça, ils disent, je veux faire des follow-up avec telle compagnie. Parfait, on fait la mise en relation, le travail est fait. Donc, c'est no bullshit, là. Oui, puis moi, j'ai toujours un souci de temps. Tu sais, ce qui est le plus tough, là, des fois, c'est même pas du budget, c'est du temps. Puis quand on rencontre nos PME un peu partout, là, c'est souvent le cri qui dit « je veux, mais j'ai pas le temps ». Bon, mais qu'est-ce que c'est correct, on va te simplifier le temps. Puis c'est pour ça qu'on veut pas rentrer avec J'Adobe dans des grosses stratégies compliquées, là. Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire, là, mais il y a des quick wins qui existent un petit peu partout. Puis on va voir Vention un peu tantôt. Tu sais, c'est incroyable le produit qu'ils ont fait. Il y en a plein de découvertes comme ça à faire au Québec. Mais j'aime ce que tu dis parce que c'est vrai que j'avais déjà, comme entrepreneur, vécu ce parcours-là du combattant où est-ce qu'on m'avait offert un diagnostic gratuit de mes processus opérationnels. Puis c'est un diagnostic sur 20 heures. J'étais comme, fuck off, là, j'ai pas le temps, je m'excuse. Alors que là, 90 minutes, je te présente du monde, il n'y a aucun commitment nécessairement. Mais là, je serais curieux de savoir, J'Adobe le Québec Tech, c'est clairement nécessaire, c'est quand même ambitieux aussi comme mission. Ça va être quoi la Coupe Stanley de ce mouvement-là? Est-ce que c'est d'être 20e à l'OCDE, d'être premier à l'OCDE en termes de productivité? C'est juste qu'on arrête d'avoir peur de nos propres produits qui sont faits de l'autre bord de la rue? Dis-moi, ça va être quoi ton KPI de succès? Hein? On peut toujours, le chiffre de maillage, etc., de l'activité qu'on fait, mais derrière ça, pour moi, c'est un gros changement culturel qu'il faut faire. J'aime ça. Je m'explique, c'est dans le changement qu'il faut faire, nos entrepreneurs, quand je disais tantôt d'entrée de jeu, ils se font souvent dire que c'est difficile à vendre au Québec, mais très souvent, on a une propension à voir l'entreprise innovante comme un risque. Puis ils attendent que d'autres suivent, etc. Puis ce qu'il faut changer, c'est de dire hey, c'est cool ce que tu fais, puis je connais 20 personnes qui ont exactement le même besoin que moi, puis je vais te les présenter. Quand on fait ça, nos gains en productivité sont multipliés. Je m'explique. Une entreprise traditionnelle génère à peu près en moyenne par heure travaillée autour de 55 $ de l'heure par heure travaillée à peu près en productivité, puis je ne veux pas qu'on fasse un débat de chiffres. Une entreprise technologique va générer plus de 80 $ par heure travaillée dans l'économie. Quand même. OK? Là, si je prends une entreprise technologique innovante et que je la maille à une PME qui améliore sa productivité, donc son 55 $ devient un petit peu plus payant, puis qu'à côté, j'ai une entreprise technologique qui, elle, génère plus de 80 $ d'un point de vue de productivité par heure travaillée, mon effet est double. Ben oui. Et si on veut rattraper les chiffres qu'on a entendus au début, tu sais, le 37e rang des pays de l'OCDE, etc., il faut travailler avec des facteurs multiplicateurs. C'est pas juste un élément qu'il faut changer, c'est une mentalité globale qu'il faut changer. Puis il y a des capacités de le faire. T'sais. On a tous les ingrédients pour que ça arrive. Il faut les mettre maintenant en commun. Puis il faut changer le mindset de dire, mais quand on a des entreprises innovantes qui répondent à nos besoins, mais notre job, c'est de s'assurer que tout le monde les connaisse. Mais parlant de changement de mindset, en fait, il y a 2 mastodontes du Québec qui ont décidé de supporter le mouvement J'Adobe le Québec Tech. Puis en fait, ces 2
grosses organisations que quand ils bougent, en fait, tout le monde bouge un peu avec eux. On parle du Fonds de solidarité FTQ et d'Investissement Québec qui ont décidé de supporter le mouvement. Et je te propose de rester avec moi parce que tu vas devenir un dérangeant invité pour la suite de l'entrevue. Mais on va recevoir en fait 2 personnes du Fonds de solidarité et d'Investissement Québec qui vont nous expliquer en fait pourquoi ils ont décidé d'embarquer dans l'aventure et que ça a été quoi le son de cloche qu'eux ont dit « Ouais, il est temps que ça change parce que nous, on a le même diagnostic que toi, Richard, et que Québec Tech. Donc, on rentre dans l'aventure. Restez avec nous. On écoute la suite de l'entrevue à l'instant. Les dérangeants. Les dérangeants! L'innovation, ce n'est pas un luxe. En fait, c'est un mécanisme de protection contre l'inflation et même contre la pénurie de main-d'œuvre. J'adopte le Québec Tech, c'est beau, mais ça prend des gens qui y croient et qui se lancent à pieds joints dans le mouvement pour que ça ait vraiment un impact. Et là, on a vraiment 2 gros canons du Québec King qui ont décidé de supporter le mouvement J'adopte le Québec Tech. D'un côté, on a Investissement Québec et de l'autre, on a le Fonds de solidarité FTQ qui ont cru. Mais moi, je me pose la question, bien honnêtement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de forcer le maillage? Pourquoi ça ne se fait pas naturellement? Puis en même temps, pourquoi est-ce que de faire un chèque ne fonctionne pas pour dire, travailler ensemble d'un coup? Pour répondre à cette question-là, on a la chance d'avoir Marie-Ève Jean, en fait, qui est vice-présidente aux exportations et achats locaux chez Investissement Québec. Bonjour. Salut. Et on a une habituée du balado qui est, en ma foi, sa 28e apparition avec nous, Geneviève Guertin, qui est vice-présidente investissement et placement privé, investissement d'impact au Fonds de solidarité FTQ. Geneviève, bonjour. Bonjour, Étienne. Je me trompe toujours un peu avec ton titre. Est-ce que là, je l'ai eu bien comme du monde? Parfait. Génial. Je lancerai, écoutez, merci beaucoup d'être là au Dérangeant. Puis je commencerai avec cette première question-là. En fait, quand vous avez entendu parler de l'histoire de J'adopte le Québec Tech de la part de Richard, est-ce que d'un côté, vous avez dit, mais quelle idée d'Uluberlu qui avec le Kumbaya, ou au contraire, ça se dit non, ça fait plein de sens, puis il faut embarquer. Geneviève, comment ça s'est passé dans la salle de rencontre alors que Richard était sorti, puis là, vous êtes regardés ensemble, vous dites, est-ce qu'on le fait, on le fait pas? En fait, Richard n'était même pas sorti. C'était au mois de juin dernier. Il est venu nous voir, nous a parlé de l'étalonnage que Québec Tech avait fait, des bonnes pratiques en Europe, du pilote que vous avez fait avec votre tournée québécoise. Et puis, on s'est regardé puis on s'est dit, OK, c'est sûr qu'il faut embarquer là-dedans parce que, le maillage, puis je suis sûr que c'est comme ça chez vous aussi. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on en parle. On tente d'en faire, mais là, on cherchait des solutions pour amener ça à l'échelle. Puis là, on avait des gens qui nous amenaient une solution extrêmement pertinente. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'opposition. C'est ça, on ne peut pas vraiment être contre la tarte aux pommes, mais en même temps, on a l'impression que tout le monde le fait un peu de son bord, le maillage. Et là, on avait l'occasion de le faire tous ensemble. Toi, de ton côté, Marie-Ève, chez Investissement Québec, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre? Est-ce que la décision a été difficile? Au risque de décevoir Étienne, c'était comme au fond FTQ. On peut pas être contre ça, évidemment. Donc, la décision n'était pas difficile à prendre pour nous autres non plus chez Investissement Québec parce que, en fait, du maillage, on est déjà dans l'écosystème au Québec, on est déjà dans l'économie du Québec à plein niveau. Donc, du maillage, on en fait déjà. Et là, l'initiative, le mouvement J'adopte le Québec Tech, c'était vraiment l'occasion d'amener ça dans un autre angle avec les entreprises, la technologie, en lien avec la productivité, d'amener ça dans un autre angle, mais c'était tout naturel. On en fait beaucoup, que ce soit à l'international, que ce soit dans les financements. On fait beaucoup de financements en partenariat, d'ailleurs. Donc, il y a plein d'exemples pour lesquels on en fait déjà, mais là, c'était occasion rêvée d'aller plus loin. Puis toi, Richard, en fait, je te relance la question. Est-ce que ça a été des pitchs difficiles? Ça a-tu été un long processus? On dit toujours le cycle de vente là, avec un client des fois pour les convaincre. Non. Honnêtement, ça n'a pas été un cycle difficile. Puis pour nous, c'était le chaînon manquant. Parce que quand on a fait notre tournée régionale, ce qu'on réalisait, c'est la portion qui était la plus difficile à atteindre pour nous, c'était d'être en contact avec les bonnes personnes dans les PME. Nous, on avait toutes les startups, on avait les entreprises innovantes, on les connaissait bien, mais quand on arrivait à quelque part, on disait, bon, mais y a-t-il quelqu'un qui peut nous aider à communiquer avec X, Y, Z? Puis quand on regarde, tu sais, tout le portefeuille, le portfolio du Fonds de solidarité puis d'Investissement Québec, mais on touche probablement à 90% du Québec Inc. C'est vrai. Fait que pour nous, c'était un maillage parfait. Il amenait l'autre morceau du velcro qui manquait. Puis je pense que ça répondait à des objectifs respectifs qu'on avait. Tu sais, moi, ma préoccupation, c'est comment ouvrir des marchés pour nos startups. Eux, leur préoccupation, c'est comment amener nos entreprises en portefeuille, améliorer leur productivité puis avoir accès à nos technologies. Fait que c'était pas compliqué, là. Ben oui, parce que ça fait plein de sens. Quand tu investis dans une PME, une entreprise, tu veux juste qu'elle aille mieux après. Donc, c'était un alignement d'intérêts. Geneviève, Marie-Ève, je commence avec toi, Geneviève. En fait, ça fait 40 ans que le Fonds de solidarité FTQ existe. Ça fait 30 ans qu'Investissement Québec existe dans l'écosystème.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de maillage avant ça? C'est ma petite question dérangeante, là, comme pourquoi 2026, là, on se met ensemble finalement, Geneviève? Bien, en fait, je pense qu'il y a plusieurs initiatives très valables de maillage qui existaient déjà dans nos organisations, puis à travers aussi l'économie du Québec. Là, je pense qu'avec J'adopte le Québec Tech, on arrive avec une solution, une méthodologie, une équipe dédiée, puis ça permet d'amener ça à un autre niveau. Donc, puis avec en plus le vent dans le dos qu'on a actuellement là, sur l'importance de fortifier notre économie locale, je pense que le moment est tout désigné. Toi, Marie-Ève? Ben, je dois dire qu'on en faisait déjà, mais différemment. Donc, l'idée, c'est d'amener ça plus loin. Donc, chez Investissement Québec, si je parle de notamment le rôle de mon équipe à l'international, on fait chaque année à peu près 10 000 maillages entre des entreprises québécoises avec des acheteurs étrangers. Puis c'est vrai que là, le succès qu'on a de voir nos entreprises rayonner puis d'attirer l'attention des grands groupes étrangers, tu reviens à la maison puis tu te dis, mais ça se peut pas que ces mêmes entreprises-là, ces mêmes startups, ces mêmes technologies aient pas autant de succès au Québec aussi. Donc, c'était la suite logique de dire, on fait déjà du maillage, on en fait beaucoup avec un beau taux de succès. Bien, il faut s'aider, il faut travailler tout le monde ensemble pour avoir le même succès ici au Québec. C'est tellement drôle ce que tu dis parce que ça me fait juste penser à moi de mon expérience d'entrepreneur avec Biogénique. À chaque fois que je voulais faire mon tour d'horizon de mon réseau, j'allais à une conférence qui s'appelle Bio à Boston, San Francisco, des fois c'est à Philadelphie, puis ça c'était plate, Philadelphie, là, c'est vraiment pas la top ville. Mais il y avait pendant une semaine, tout le monde du Québec Sciences de la vie était à Bio. C'était plus facile de faire mon tour de piste en allant à Bio aux États-Unis qu'en étant à 10 km au carré de chez nous. Est-ce que ça fait-tu du sens, ça? C'est l'expérience que tu as vécue, c'est vrai partout dans toutes les industries. Donc, nous, on fait quoi? À peu près 75 missions, déplacements, donc délégation d'affaires du Québec à l'étranger. Puis quand on revient, les entreprises québécoises nous disent, ben, tu sais-tu quoi? J'ai fait autant de business avec les acheteurs étrangers que tu m'as présentés qu'avec les autres entreprises québécoises qui étaient dans le même groupe parce que là, je les ai découverts. Je ne savais même pas que cette solution-là, cette technologie, ce produit-là, je l'avais chez nous à côté. C'est mon voisin dans ma cour en arrière. Et puis, il y a des contrats qui se donnent par la suite aussi. Fait que c'est vrai dans toutes les industries. Si je peux me permettre une anecdote en lien avec tout ça, l'importance de, autant à la fois que nos entreprises québécoises se côtoient à l'international, qu'on veut amener encore plus à l'échelle de J'adopte ici avec le mouvement qu'on lance. Le président français se donne un devoir Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il va dans une mission internationale, il y a toujours des startups avec lui, des entreprises innovantes dans son avion présidentiel. Pourquoi? Parce que il sait très bien qu'avec la délégation présidentielle, il va avoir plein de contacts qui vont être créés. Il était à Davos, on en a parlé amplement dans les médias, tout ce qui s'est passé à Davos, mais il y avait 10 ou 15 startups qui étaient avec lui à Davos. Et ils sont même dans l'avion présidentiel. Fait que c'est quand je parlais un petit peu plus tôt de changer de culture, on a une responsabilité collective de créer ces connexions-là, d'optimiser les occasions qu'on a pour faire rayonner, mettre en vitrine nos meilleures technologies. Puis ça, c'est pas Québec Tech qui va régler la question. C'est nos industriels, c'est nos politiciens, c'est nos institutionnels. C'est une responsabilité commune. C'est de suivre, en fait, c'est vrai, le vent d'eau, comme on disait. Puis Geneviève, tu l'as mentionné, là, on a eu droit à un beau discours de notre premier ministre, Mark Carney, à Davos récemment, qui disait qu'il fallait investir dans l'économie domestique, l'économie locale. Puis moi, j'ai la question qui me brûle les lèvres, puis je ne sais pas s'il y a une bonne réponse à ça, mais pourquoi est-ce que un chèque du Fonds de solidarité ou un chèque d'Investissement Québec n'est pas un incitatif suffisant à dire, bien là, j'investis, mais s'il te plaît, fais un effort pour acheter québécois? Pourquoi depuis, mettons, en 40 ans, ça n'a pas marché, cette stratégie-là, à date? Bien, quand on investit dans des entreprises, évidemment, il y a souvent des projets de modernisation à la clé, mais on ne va jamais imposer à un entrepreneur des choix ou des solutions. Ça serait paternaliste, s'il vous plaît, de faire ça. Oui, je pense qu'on investit dans des bonnes équipes de management, donc on va les laisser faire leur boulot. Ceci étant dit, ça ne nous empêche pas là, de supporter des initiatives comme J'adopte le Québec Tech et puis de favoriser autant qu'on peut l'achat local par nos sociétés. Donc, plutôt que le bâton, on sort la carotte. Là, c'est de... Okay. À la fin de la journée, je pense qu'on veut, c'est des relations d'affaires sur le long terme. Donc, si on avait associé ça à quelque chose, à un truc ponctuel, un engagement, une obligation à la suite d'un investissement dans une entreprise, dans quelle mesure ça serait naturel et que ça perdurerait dans le temps? Ce qu'on veut, c'est que le mouvement, ça démarre. On veut créer l'effervescence, mais on veut surtout que les relations qui vont se créer suite au maillage, qui durent dans le temps. On veut des vraies relations clients-fournisseurs, deux entreprises québécoises qui
travaillent ensemble main dans la main pour être plus productifs, plus innovants, puis avoir plus de succès. On veut des relations sur le long terme. Puis honnêtement, c'est pas de la charité, là. Il faut voir ça. S'il y a des entreprises qui ont des produits technologiques innovants puis ne sont pas à niveau, ce qu'on crée avec Jadop... Tu ne veux pas forcer d'avoir un produit poche, là. L'idée, c'est de la découvrabilité, de mettre les bonnes personnes en commun, puis de s'assurer que ça réponde à un besoin. Même nous, dans le mouvement J'adopte, on va présenter plusieurs entreprises aux gens qui vont faire partie du mouvement, aux PME et aux grandes entreprises, mais on ne s'attend pas à ce qu'ils signent des contrats avec tout le monde. On s'assure que le monde qui doit se parler se parle, puis que nos technologies québécoises, mais soient en compétition aussi avec des technologies étrangères, c'est bien correct, là. Ouais, puis il faut se comparer aux meilleurs des meilleurs. La technologie, ça n'a pas de frontières. La compétition est internationale. Fait qu'un YouEat à Québec puisse se comparer à un Uber Eats qui est associé à Uber, c'est bien correct. Mais ce qu'on veut changer dans la game, c'est qu'un YouEat, mais soit tracké, soit dans le radar de l'entreprise, parce que s'il n'est pas en mesure de comparer ces deux solutions-là, à un moment donné, des fois, on a peut-être fait un choix pour une entreprise étrangère quand on avait une entreprise aussi bonne ici qui vend aussi à l'international, mais qu'on connaissait moins. Et moins découvrable. Hein? Je pense que vous avez un exemple chez Investissement Québec aussi, que vous avez fait ce choix-là de changer une technologie qui était carrément aussi bonne. Quoi. Tout à fait. Arrive la pandémie, on a tous passé par là. Ça prend une solution pour faire des signatures à distance, le télétravail et tout ce qui venait avec. Donc, on a pris, disons, dans ce mouvement-là, la technologie qui était la plus courante, le DocuSign, qui était la première technologie. Puis après un certain temps, pour se dire un instant, il existe des entreprises du Québec, certainement, qui font quelque chose de similaire. Et maintenant, on est avec EasySign, une entreprise québécoise. Donc, c'est souvent, comme l'a dit Richard, en fait, il faut prendre le temps de le savoir. Soit on ne le sait pas. Puis je pense que le mouvement J'adopte le Québec Tech, pour moi, c'est vraiment ça aussi, c'est de s'assurer que le répertoire, que les entreprises sont là et que les acheteurs, les entreprises qui veulent acheter de la technologie puissent comparer les choses puis voir c'est quoi les options québécoises. Et après ça, ils vont faire le meilleur choix à travers tout ça. Au moins que savoir que ça existe, Caroline, s'il vous plaît. Exactement. Là, j'ai avec moi 3 canons, je vais dire ça comme ça, 3 personnes que ça fait des décennies que vous aidez les PME québécoises, que vous êtes sur le terrain, vous les voyez les trends, vous les voyez les modes. Qu'est-ce qui est le plus dur à convaincre? Le PDG, le CFO d'une PME qui ne veut pas être le cobaye, que lui, il a peur de la technologie, qui dit, moi, je vais juste prendre ce qui est vraiment éprouvé parce que je ne veux pas prendre le risque, ou c'est de convaincre la start-up que dans sa tête, le marché est à Silicon Valley, puis que San Francisco va vraiment être plus payant que le Québécois, puis que, dans le fond, le Québec, c'est juste un trop petit marché, ça ne vaut pas la peine d'investir ici. On part par où? C'est comme un two-sided market, comme on dit, là, Richard? Écoute, là, c'est une question à 2 volets. La première question pour une entreprise technologique québécoise, le Québec, ça demeure un marché tremplin. C'est pas un marché de destination. Donc, si on veut faire des champions du monde, il faut que je sois présent partout dans le monde. Mais par contre, le tremplin, s'il n'y a pas de spring, c'est plus compliqué d'aller à l'international. C'est comme des lettres de noblesse, là. Oui, exactement. Parce que nos entreprises innovantes, mais plus ils garnissent leur portfolio de clients, mais plus c'est de la démonstration que la technologie est mature. Mais si tu vends juste au Québec, tu es une entreprise technologique, tu vas freiner ton développement. Il faut que tu ailles à l'international. Donc, les deux éléments sont à travailler. Puis toi, Geneviève, dans le fond, tu en as vu des entrepreneurs, des fois, qui ont peur du risque, là, qui veulent. Est-ce que la solution que je vais choisir, je vais bâtir ma business sur ce logiciel-là, un CRM québécois, c'est bien beau, mais si jamais elle fait faillite, si jamais elle disparaît demain matin, moi, je me retrouve le bec à l'eau. Qu'est-ce que tu réponds à ces PDG-là des PME? Je pense que c'est une considération qui est tout à fait légitime. Et la réponse à ça, c'est qu'il faut s'assurer, justement, dans le mouvement J'adopte le Québec Tech, il y a toute une composante de validation des solutions technologiques. Ce n'est pas des startups qui sont en prototypage, c'est des solutions établies. Donc, je pense qu'en ayant ce filtre-là, il y a un entrepreneur qui adopte une technologie maximise ses chances que l'entreprise soit pérenne parce que quelqu'un a vété que la technologie est valable. Donc, je pense que déjà là, on a un bon mécanisme pour gérer cette préoccupation-là des entrepreneurs. Ben oui, parce qu'à la fin de la journée, un entrepreneur, ce qu'il veut surtout éviter, c'est dans le fond d'avoir, oui, fait un choix québécois, mais de s'être planté puis de dire comme, on te l'avait dit, tu aurais dû aller avec le gros joueur au final. J'ai même pensé à un slogan, Richard. Si tu ne veux pas être le cobaye, avec J'adopte le Québec Tech, signe un bail. Oh, c'est bon, ça. C'est super intéressant, ce débat-là, puis on regarde, puis on voit la géopolitique, etc., mais
actuellement, la technologie avance vraiment vite. Fait que nos PME et nos entreprises québécoises, il faut qu'ils embarquent dans le train parce qu'il n'y en aura pas d'autres trains. Le train est là, ça se peut que les places soient pas toutes bien définies, mais embarque dans le train. Puis, tu sais, bon, on est dans l'actualité avec ce qui s'est passé à Davos, mais il y a quelque chose que M. Carney a dit, puis que j'ai beaucoup aimé comme statement. J'avais jamais entendu ça, mais tu sais, tu veux pas être sur le menu, mais sois à table, tu sais. Puis en techno, c'est la même affaire. Tu sais, si tu veux pas que ton entreprise se retrouve sur le menu, mais à un moment donné, il va falloir que tu te mettes à table. Puis se mettre à table en matière d'innovation, en matière de productivité, mais c'est dire, mais là, il va falloir que tu en consommes de la techno. Puis c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Commencez pas avec des affaires compliquées, commencez, point final. Puis pas besoin de plan de stratégie numérique 2026, 2030 qui prend 6 mois, 9 mois, etc. Comprends tes besoins, identifie ça, parle à du monde comme nous autres dans le mouvement pour dire « Hey, on cherche des affaires là-dessus, y a-tu du monde qui peut nous aider? » Oui. Et on va faire la mise en relation. On a complexifié les patentes des dernières années, puis je pense que ça nuit beaucoup parce que ça a fait peur à nos PME parce qu'on leur présente des gros projets, des grosses affaires, etc. Non. Commençons à intégrer des affaires. C'est plus simple qu'on pense. Les formulaires aussi, là, remplissez-moi 30 pages pour avoir accès à des 300 000 de subventions. Des fois, c'est comme, non, ça ne tente pas. Marie-Ève, t'avais-tu un... Ben, moi, en fait, j'allais dire, tu sais, quand on y pense, c'est quoi une technologie mature? Si on est une PME, puis qu'on n'a pas encore consommé de la technologie parce qu'on attend qu'elle soit soi-disant mature, je pense qu'on va avoir manqué le train. Je pense que ça va déjà être un dinosaure rendu là. Ça veut dire que tout le monde l'a acheté puis vous êtes le dernier. Donc, quelque part, une technologie mature, je pense que c'est pas ça la clé. Il faut pas attendre que la technologie soit mature. Il va être trop tard. Donc, ça veut dire, évidemment, avoir de la validation qui est faite, mais une fois que la technologie est validée, que la solution existe puis a été prouvé que ça fonctionne, embarquons dans le train puis il faut l'adopter parce que si on est le dernier en arrière, on a perdu. Oui, puis tu sais, on regarde les cycles là, d'adoption. Le micro-ondes, je pense, ça a pris 25 ans avant que ça devienne une commodité. Puis là, on regarde l'intelligence artificielle générative. Ça a pris à peine quelques mois pour que ça devienne une commodité. C'était 92 jours pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, quelque chose comme ça. Exactement. C'est devenu une commodité. Puis là, mais l'intelligence artificielle générative, c'est du passé. On est en train de parler des agentiques, puis ça fait à peine 3 ans que c'est là. Fait que, tu sais, pour une PME, si elle n'est pas dans le train ou si elle n'est pas à la table, mais c'est qu'à un moment donné, c'est que tout ça se passe. Tu sais, c'est là où toute l'importance d'aller chercher les quick wins, d'aller chercher les éléments qui vont les aider au quotidien, puis de se familiariser à intégrer constamment de la technologie dans leur façon de faire. Puis ça prend pas de gros plans stratégiques, là. Y a-tu, de la part du Fonds de solidarité ou d'Investissement Québec, une façon de féliciter les entrepreneurs qui vous arrivent dans leur rapport annuel, qui ont dit, ben écoutez, ça a pris peut-être un peu plus de temps ou ça coûte un peu plus cher, mais on a choisi québécois. Y a-t-il une façon de donner des points à ça ou pas tant? Je pense que tout dépend évidemment des besoins des entreprises. Je pense que c'est ce qu'on disait, on ne veut pas forcer la main de personne. L'idée, c'est vraiment que les entreprises nous reviennent et qui montrent qu'ils ont pris des choix, fait des décisions pour avoir une entreprise résiliente. Puis la résilience, ben ça vient aussi avec tout ce qui se passe actuellement. Ça vient aussi avec avoir des fournisseurs. Ouais, parlons-en, les tarifs de Trump. Ben voilà, tu sais, et donc tous les changements géopolitiques. Donc la résilience, ça vient aussi avec avoir des fournisseurs de proximité que je sais que si j'ai un problème la semaine prochaine, ils vont m'aider à continuer à opérer, puis ils vont m'aider à trouver les solutions. Fait que moi, je pense que à ce niveau-là, encore une fois, on ne veut pas forcer la main de personne, mais c'est une question de résilience parce qu'on a besoin que nos entreprises soient productives, qu'elles soient innovantes, qu'elles soient automatisées. Et tout ça vient avec des solutions, je pense, de proximité en partie pour assurer cette continuité-là. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai pour un entrepreneur de dire, ben, j'ai peut-être un peu plus de prévisibilité avec une solution locale, une solution proche, qui vit les mêmes lois, les mêmes changements géopolitiques que moi. Geneviève, tu m'as déjà dit, en fait, que en fait, et je cite, l'innovation augmente les chances de croissance de 2,6 fois pour une PME. Si c'est si payant que ça, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit tordre le bras des PDG des PME? Pourquoi est-ce qu'on doit faire des mouvements, en fait? Oui, en fait, je pense pas qu'on doive tordre le bras à qui que ce soit. Tu as été entrepreneur, tu avais probablement une liste de priorités longue comme ça. Tu étais convaincu que les technologies, c'était des leviers incontournables pour toi, mais tu sais,
tu as mille et une choses à surveiller. Donc, je pense que les c'est entrepreneurs... comme la matrice urgent important. Là, c'est exactement. Donc, je pense que les entrepreneurs ont simplement besoin qu'on leur simplifie la vie. Là, adopter des nouvelles technologies, ça implique de les sélectionner, de les choisir, de les implanter, parfois des changements dans les organisations, changements de culture. Donc, c'est pour ça qu'on veut des solutions qui soutiennent les entrepreneurs dans ce mouvement-là. Puis on le dira jamais assez souvent, mais mon Dieu qu'on fait de la belle technologie au Québec, là, sincèrement. Là, honnêtement, on est le paradis de la qualité technologique. C'est exceptionnel. Puis justement, c'est tellement exceptionnel. Puis par rapport aux commentaires de Geneviève, tu sais, ce qui était quelque chose qui a énormément changé dans les dernières années puis qu'on réalise pas, c'est beaucoup plus plug and play qu'avant. T'sais, on n'a plus besoin, on est beaucoup plus maintenant dans la personnalisation, dans l'adaptation que dans la conception. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut changer. Parce que, je le disais tantôt, les technologies évoluent hyper rapidement. Donc, si tu conçois une technologie unique pour tes propres besoins from scratch, l'entretenir sur un moyen long terme, c'est impossible. Et étant donné qu'on a un talent technologique exceptionnel ici, profitons-en. Ça les aide à développer plus de clients. Eux, quand ils se lèvent le matin, là, leur préoccupation, c'est d'être on the edge. Fait que, tandis que la PME qui gère les 14 millions d'affaires, puis qu'à un moment donné, ils personnalisent une solution qui implique de l'innovation, etc., c'est du bruit, c'est du sable dans l'engrenage. Pourquoi? C'est surtout pas leur métier, en fait. C'est pas leur métier, puis d'entretenir ça, puis de suivre la mouvance, c'est qu'au bout du compte, ça va coûter plus cher. Fait qu'il y a ça aussi comme mentalité à changer. On a chez Investissement Québec, ça fait presque 10 ans qu'on a l'initiative Grand V. Donc, où c'est du financement pour soutenir la productivité des entreprises. C'est aussi de l'accompagnement technologique pour aider à trouver des solutions technologiques développées. Puis, on a fait une étude externe, évidemment, pour rester neutre. Étude externe sur à peu près 1200 clients qui ont reçu de l'accompagnement puis du financement à travers Grand V. Puis, les entreprises disaient que d'avoir investi dans l'innovation et dans l'automatisation, ça avait augmenté leur productivité à peu près 40-45%. Alors que dans le secteur manufacturier au Québec, c'est à peu près 3,5% dans les dernières années. Ah ouais. La moyenne du secteur manufacturier. Donc, d'aller chercher ces ressources-là, de s'impliquer, d'investir en innovation. Fait que, tu sais, c'est quantifiable aussi. L'investissement qu'on fait en innovation, en productivité, c'est quantifiable par les entreprises. Puis là, je me mets dans la peau, en fait, d'une start-up ou même d'un entrepreneur, d'une PME qui dit, OK, moi, j'embarque là, ce mouvement-là, puis il y a peu de commitment. Là, ça demande juste, en fait, d'être ouvert d'esprit, si je comprends, ou de, en fait, répondre à ses courriels minimalement. J'ai envie de rejoindre le mouvement J'adopte le Québec Tech. C'est où ça part? Ben, il y a une adresse courriel qui est j'adopte@québectech.com, puis on a une équipe hyper motivée qui va vous répondre puis qui va rentrer en contact avec vous pour vous expliquer comment ça marche. Moi, une chose que j'aime, c'est les affaires simples. Fait qu'on va garder ça simple, mais efficace. Puis je vais terminer avant qu'on aille avec notre business case, parce qu'on a vraiment un exemple de 2 entreprises québécoises qui ont travaillé ensemble et que ça a été, mon Dieu, tellement synergique que ça a décuplé tous les retours potentiels. Richard, Geneviève, Marie-Ève, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté québécois dans votre vie privée, à la maison, mettons? Qui veut se lancer en premier? En fait, semaine passée. Ah? Oui, c'est de la technologie, un manteau d'hiver québécois. Encore une fois, quoi de mieux qu'un design de manteau d'hiver québécois pour l'hiver québécois? J'aime ça. Ben oui, ça, on a un vortex polaire en fin de semaine, donc t'es bien équipé. Moi, je me fie à une technologie québécoise pour ça. Moi, mon dernier achat québécois significatif, c'était pas vraiment la technologie, mais je l'ai apporté avec moi. C'est boucle d'oreille. Flamand rose, 2 femmes joaillières au centre-ville de Montréal qui font de la bijouterie avec un souci de développement durable. Ben c'est vrai, puis en même temps, tu t'assures que c'est pas des blood diamonds, comme on pourrait dire, ou c'est vraiment sourcé éthiquement. Toi, Richard? Moi, je déteste magasiner, première des choses. Mais il y a une chose qui est claire. Tu aurais pu acheter des framboises du Québec aussi, là. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que justement, par rapport à ça, ma blonde, je pense qu'elle est tannée de m'amener à l'épicerie parce que je passe mon temps à regarder d'où ça vient, les produits. Fait que probablement que notre épicerie prend 2 fois plus de temps quand je suis là parce que j'ai un souci
j'ai un souci un petit peu maniaque de dire, OK, je vais choisir le maximum de ce que je suis capable de faire en achat québécois. Ben, c'est des beaux modèles d'inspiration. Puis moi, je vais me lancer aussi, je vais me mouiller parce que j'ai acheté un divan québécois fait à Saint-Jérôme, Trica, et je suis tellement content parce que honnêtement, il a peut-être m'a coûté 5% plus cher que je pense que si je l'avais acheté d'un gros 6 quelque part sur Internet. Puis livraison la semaine même, installation, puis il est vraiment confortable. Je suis très, très content. Je peux-tu me permettre quelque chose, Étienne, par rapport aux 5%? Puis ça, c'est quelque chose qu'on a toujours essayé d'évaluer. Le gouvernement fédéral, avant Noël, a modernisé sa politique d'achat, d'approvisionnement. Puis dans une des entrevues, je pense que c'est le ministre qui disait, c'est à 20 à 25% plus cher, l'impact économique est plus important. Ça veut dire qu'il y a un trigger aussi de genre jusqu'à combien tu es prêt à payer plus cher, mais c'est à peu près 20-25% plus cher que d'autres produits que l'impact économique est maximisé. Mais tu l'as bien expliqué parce que l'effet que les retombées pour les deux entreprises en fait de maillage, fait que même si ça coûte un peu plus cher, l'impact économique en fait est... Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne et l'argent reste de manière en fait domestique, d'être locale. 100%. Marie-Ève, Geneviève, merci énormément d'avoir répondu à nos questions, d'avoir compris comment les deux grands géants du Québécois ont décidé de supporter ce mouvement-là. Richard, je te garde avec moi parce que dans le prochain segment, on va recevoir deux entreprises en fait qui ont décidé de travailler ensemble et qu'on va juste comprendre un peu le pourquoi du comment et ça a été quoi l'impact de ça. On vous revient. Les dérangeants. Les dérangeants! Pour le dernier segment de l'épisode, on vous a réservé un business case vraiment concret de comment ça marche de travailler ensemble pour deux entreprises québécoises. On sort des bureaux feutrés, on part du centre-ville de Montréal et là, on s'en va sur le plancher des usines pour vraiment voir concrètement comment ça s'est passé et en fait de voir aussi la fierté qu'on peut avoir d'avoir choisi québécois. Pour parler en fait de ce business case-là, on a la chance d'avoir Étienne Lacroix, PDG et fondateur de Vention, qu'on a déjà reçu au balado. Tu fais partie du club select des rares personnes qu'on a réinvitées 2 fois, ma foi. Bien content d'être là à nouveau. Merci. Et on a aussi Laurence Desmarchais, qui est directrice stratégie d'affaires marketing chez Produlit, une entreprise en fait familiale à Boucherville qui fabrique en fait du packaging pour pharmaceutique, cosmétique. Est-ce que je résume bien l'entreprise? Oui, c'est parfait, bravo. Merci beaucoup. Merci d'être là en fait parce que votre histoire, de la manière que je l'ai comprise, puis c'est pas la première fois qu'on en parle, mais a commencé à peu près autour de 2020, si je me trompe pas. Où est-ce que pour Produlit, vous étiez à la recherche d'une solution pour vraiment moderniser votre chaîne manufacturière, votre chaîne de montage, je pourrais dire ça comme ça. Mais je serais curieux de t'entendre, Laurence, c'était quoi le vrai pain point? Là, quand vous dites, là, OK, on ne peut pas continuer comme ça, il faut mettre du temps, de l'énergie, de l'argent pour améliorer l'entreprise. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des grands équipements qui vont à des très hautes vitesses. Puis, on avait un département dans l'usine de pliage-collage qui avait vraiment un engouement. Là. Fait qu'on ne pouvait pas aller à la pleine capacité de vitesse de ces technologies-là parce que l'opérateur en avant de la machine qui fidait la machine d'emballage pour plier et coller devait se déplacer en arrière de la ligne. On parle d'environ 90 pieds, juste une ligne. Il devait quitter son poste en avant, aller en arrière pour prendre la caisse, la mettre sur une palette, puis ensuite revenir à son poste. Puis ça, c'est environ aux 10 minutes. Fait que déjà là, on perdait énormément de productivité juste à cause de ce déplacement-là. Puis on s'est dit, on a besoin d'une solution. Puis on s'entend, le recrutement, c'est difficile. Ça va continuer d'être difficile. Donc, on s'est vraiment tourné vers les possibilités technologiques qui pouvaient être sur le marché puis venir comme aider avec ce besoin-là. C'est fascinant parce que un déplacement de 10 minutes en fin de chaîne faisait backtracker, en fait, c'était le backlog complet de toute votre usine. Oui. C'est fou pareil, là. Oui. Puis Étienne, on en a parlé, Vention, on pourrait aller réécouter l'épisode saison 5, mais en 140 caractères, qu'est-ce que Vention fait pour nos auditeurs? Je vais utiliser moi, Richard, faire une définition simple. On automatise des usines avec des blocs Lego. Des blocs Lego digital, des blocs Lego physiques. Puis on utilise ces blocs Lego-là pour rapidement mettre en place des lignes d'assemblage, des lignes de palettisation, des chaînes de montage. Ça nous permet d'aller vite, ça nous permet de garder ça simple. Ça fait en sorte que l'automatisation industrielle coûte moins par rapport aux solutions plus traditionnelles. Comment t'es venu cette idée-là de te lancer dans cette innovation-là? Parce que c'est quand même une foutue bonne idée quand tu me le racontes, mais je suis comme, fallait quand même y croire, là.
il faut avoir une bonne compréhension du problème à résoudre. J'ai été chanceux. Moi, j'ai fait une technique avant d'aller à l'université et j'ai commencé à travailler très tôt dans ce domaine-là. Fait qu'à 19 ans, je travaillais une trentaine d'heures semaine durant mon cégep à concevoir ces équipements-là de façon traditionnelle. Puis, quand on était une petite entreprise, puis un projet sur deux, on faisait pas vraiment d'argent, on dépassait les coûts, les clients n'étaient pas vraiment contents, c'était difficile. Le problème était bien connu, puis plus tard, il y a des morceaux technologiques qui sont arrivés dans le marché, donc de faire du 3D dans le browser web, qui a permis de bâtir le modèle d'affaires Vention, puis on s'est lancé à ce moment-là. Fait que connaissance du problème 15 ans avant que l'idée ait germé, le problème demeurait. Puis on s'est lancé, puis bon, on connaît l'histoire. Vention a eu une belle croissance depuis. Tu as fondé l'entreprise en quelle année? On a entrepris en 2016, à l'été 2016. Fait que Vention va tomber à 10 ans cet été. On est bien content et on en a bâti beaucoup de morceaux, beaucoup de blocs Lego, mais il en reste encore plus devant que ce qu'on a fait. C'est bon. C'est un bon marché devant toi, mais c'est ça, en 10 ans d'existence, on parlait beaucoup de start-up dans l'épisode, Richard, mais en fait, à 10 ans, c'est putain une start-up. Je m'excuse, mais tu es une entreprise innovante, là. Ouais, puis dans le mouvement J'adopte, pour nous, on va référer autant des Vention que des entreprises qui sont moins connues. Que des maquettes que ça fait 3-4 ans. Exactement. L'idée, c'est de faire de la découvrabilité. Ce qui est important pour nous comme critère, ce sont des entreprises innovantes qui répondent à des besoins puis qui utilisent des technologies au goût du jour. Donc, l'idée, c'est pas de créer des compétiteurs à Vention. C'est Vention, c'est le meilleur pour faire ça. On va le mettre dans la liste. Laurence, en fait, je veux comprendre, parce que Richard le mentionne, la découvrabilité, c'est vraiment important pour choisir la prochaine solution. De votre côté, vous aviez un pain point. Là. Il y avait vraiment quelque chose qui ne marchait pas dans l'usine. Puis, en même temps, j'ai l'impression que des fois, on a un peu pas de chauvinisme, un peu de snobisme au Québec, de dire, je vais aller acheter une machine en Italie, ou moi, ma machine, c'est la meilleure, elle vient de Californie. Ouais. Mais là, quand est-ce que dans le processus, vous avez commencé à regarder pour du québécois ou que Vention est tombé sur votre radar? Puis, tu sais, on se mentira pas, on a commencé la recherche, puis on est allé regarder en Europe, on est allé regarder... C'est fou, hein? C'est un automatisme des fois qu'on a, là. Puis, des fois, tu sais, on pense au prix, puis on se dit ça va être beaucoup moins cher ailleurs. Mais dans le fond, c'est comment qu'on s'est rencontrés, c'est qu'on était au CIAL, qui est un gros show en agroalimentaire à Montréal. Puis, nous, on exposait là, puis quelqu'un de Vention est venu à notre kiosque, puis on commençait les discussions avec d'autres entreprises québécoises, canadiennes, mais là, c'était comme le fit parfait en termes de culture, de valeur, puis d'avoir une entreprise québécoise, mais surtout à proximité, qui partage vraiment les mêmes valeurs puis les mêmes ambitions que nous. C'était un no-brainer, là. C'est comme le début d'une relation. Hein, nous, on était très intéressés à Produlit. On appelait, mais la dame de l'autre côté ne nous rappelait pas. Première date, vous êtes venu nous voir. On s'est vu au CIAL, comme tu le mentionnais. Bon, on a réussi à se parler un peu. Ouais. Et là, vous êtes venu chez nous, une première visite. Vous venez voir l'entreprise, voir les gens, voir la culture, voir les gens qui développent la technologie, qui vont se retrouver dans le produit fini. Ça a été une étape, je pense, importante dans le gain de confiance. Ouais. Et nous, on a fait l'appareil. On est allé chez vous. On a compris vos problèmes. Et je pense que c'est après ça que la relation commerciale s'est vraiment mise en œuvre. Mais il y a une phase d'apprendre à se connaître, voir si la relation va marcher. Voilà. C'est quand même fascinant parce que j'adore le cas Produlit de Vention parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend comme étant les blocages psychologiques de on n'a pas envie d'être des cobayes, on veut des solutions qui sont éprouvées. Tu le dis même, Laurence, oui, c'est vrai, on a regardé ce qui se faisait en Europe, là, même ce que nos compétiteurs achetaient. Étienne, tu le vis-tu quotidiennement, toi, avec tes clients québécois, de devoir dire non, on est solide, là? Au Québec, que ce soit Vention ou d'autres solutions, il y a personne qui baisse la barre. On a de la tech qui se défend par elle-même, qui peut compétitionner au niveau mondial. Richard, tu as fait allusion à la qualité des ingénieurs qu'on a ici. On a vraiment des ingénieurs de classe mondiale, tant côté matériel, logiciel. Fait qu'on ne devrait pas avoir peur, absolument pas, de se présenter. Il n'y a personne qui est le cobaye avec la tech québécoise. On fait des belles choses. Fait que, je pense pas... Nous, on a la chance de ne pas le vivre, mais il faut avoir le produit, il faut avoir le produit qui supporte le message, voilà. Ben oui, il ne faut pas demander aux gens de faire de la charité, comme on disait, là, Richard. Exact. Puis le blocage qu'on observe sur le terrain, souvent, c'est pas associé tant au produit plus qu'à la longévité, merci, de l'entreprise. Tu sais, donc, quand tu rencontres une entreprise, mettons Vention en 2018,
Mais une entreprise qui a 2 ans avec un produit technologique, etc., mais c'est souvent ça le frein puis l'insécurité que les entreprises vont avoir, de dire, OK, si je commence à faire affaire avec ce fournisseur-là, bien, vas-tu être encore en vie dans 2, 3 ans, 4 ans? Puis moi, je pense que si ce réflexe-là, on le changeait, ça changerait beaucoup de choses dans la façon de consommer nos technologies. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, on devrait plutôt se dire, mais j'ai 20 de mes chums qui ont exactement le même défi, je vais toutes te présenter parce que c'est bon ce que tu fais. Et ça, c'est l'élément culturel qu'on doit changer. Aux États-Unis, c'est ça qu'ils font, hein? Ils vont... Il y a des belles compagnies, puis ils présentent ça à tout le monde, puis ils se regardent comment c'est intéressant, etc. Puis finalement, ben, ils réussissent à l'utiliser. Ils font ce rôle-là aux États-Unis. Les foires commerciales sont énormes, sont nationales aussi. Le Québec est un marché beaucoup plus petit, fait que ce réseautage-là, qui est plus difficile à faire au Québec, étant donné la densité du marché, beaucoup plus naturel aux États-Unis. Qui va être résolu par le mouvement J'adopte le Québec Tech. C'est une super initiative. Laurence, je veux utiliser ton expérience pour aussi, des fois, les PDG des PME qui nous écoutent, là, les entrepreneurs qui songent à l'automatisation, qui songent à la productivité de leur entreprise, mais des fois qui ont peur de la réaction de leur staff, de la complexité du projet, ça va être je vais mettre le bras, puis ça va être un goulot d'étranglement, ou je vais mettre le bras dans le tordeur, puis ça va me prendre 3 ans, puis je ne ferai rien d'autre en même temps. Combien de temps ça a pris le projet Vention chez Produlit? C'était tellement rapide. Je pense que on a fait ça en bas de 3-4 mois, là. Wow! Puis, ouais, c'était super turnkey. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'il y a une perception qui vient avec l'automatisation, puis surtout la robotisation en usine. Mais nous, c'est sûr qu'il y avait la peur, là. Puis, dès le départ, quand on a annoncé. La peur des employés, de se faire remplacer, par exemple, de je vais perdre ma job. Oui. Puis ça va demeurer. Là. Ben oui, peu importe. Ça va jamais partir, mais je pense que c'est dans la culture d'entreprise souvent, puis d'être transparent avec les employés que il y a personne qui s'en vient remplacer ton poste, mais c'est vraiment un outil de collaboration. Puis on a fait des town halls avec l'équipe avant, pendant l'installation, puis ensuite après, quand il était fonctionnel, on a vraiment montré à l'ensemble de l'équipe chez Produlit de comme, hey, on a investi dans vous, dans le fond. C'est pas... On vous a écouté. C'est ça, on vous a écouté, on vous aide, puis au bout de la ligne, ben ça bénéficie tous. Donc... Ouais. C'est intéressant ce point de vue-là, parce que moi, il y a quelque chose qui m'énerve tout le temps, c'est... Tu sais, quand on parle de productivité, c'est l'expression « faire plus avec moins ». Non, c'est pas ça qu'on veut, c'est faire plus avec mieux. Ouais. C'est ça qu'on veut faire. Tu sais, quand on est un entrepreneur, c'est quoi les meilleurs outils à ma disposition pour être encore meilleur? Et ça, c'est dans le discours, quand on dit faire plus avec moins, mais c'est comme péjoratif, innover, puis faire des affaires, tandis, hey, guys, qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qui nous aiderait à être encore meilleur? Puis c'est ça que Vention a apporté dans le cas présent. T'sais, il a permis à du monde d'être meilleur, d'améliorer leur qualité de vie au travail. J'imagine le gars au bout de la machine, avec sa boîte, sa palette, tout le temps rushé, qui veut pas arriver en retard. Puis c'est encore plus vrai dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre. C'est souvent, présentement, de ne pas automatiser, ça peut être un goulot à la croissance. Fait qu'on est dans une situation complètement différente. On fait plus avec mieux, bon, pour utiliser ton expression. Mais il y a des mauvaises langues qui diront qu'on est presque dernier dans le CDA en termes de productivité parce qu'on n'a jamais eu d'incitatif à automatiser. C'était un peu trop facile des fois à recruter. Tu vois-tu ce changement-là, Étienne? Mais structurellement, au Québec, l'industrie manufacturière est très spécifique. Hein. On est protégé par les taux de change d'une certaine façon où les salaires coûtent moins ici qu'aux États-Unis. De deux, on a une industrie manufacturière à très haute valeur ajoutée. Donc, petit volume, grande marge de profit sur on fait du télécom, on fait de l'avion, grosse marge de profit. Et ça fait en sorte souvent que les coûts de main-d'œuvre restent plus petits dans le coût total du produit, moins d'incitatifs à automatiser. Ceci étant, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, le problème demeure. Fait que si je ne suis pas capable de mettre un robot ou de mettre un humain, la prochaine unité ne sortira pas de l'usine. Fait que dynamique différente, mais structurellement, le Québec est plus difficile que d'autres géographies. Et par rapport à ça, il y a une statistique qui démontre qu'en 2030, 25% de la population québécoise va avoir 65 ans et plus. Le vieillissement. Donc, et là, on est en 2026. Là. Donc, c'est demain. Là. Donc, les industriels, les entreprises, etc., doivent commencer à
considérer cette variable-là parce que le problème de pénurie de main-d'œuvre, de remplacement d'employés, etc., appelons ça comme on veut, ça va représenter. Le défi n'est pas terminé. La pyramide il va continuer. est structurellement en défaveur jusqu'en 2031, 2032 avant que ça commence à s'améliorer. Fait que C'était le cas pour nous aussi. Ah oui, vous le voyez chez Produlit? Oui, 2 opérateurs de une de nos lignes ont plus de 60 ans. voilà. C'est fou, Puis hein? de se déplacer à tous les jours, là, c'est physiquement, c'est une charge qui est imposante. Puis en plus de devoir soulever une caisse qui a entre 100 à 200 boîtes dedans, ben c'est une charge qui peut être lourde. Donc, Puis l'entreprise repose sur ces gens-là aussi. Exactement, ouais. Tu ne veux pas avoir les remplacer. Avez-vous déjà, chez Produlit, fait l'exercice de calculer le résultat, de quantifier en fait les résultats concrets de cette expérience-là avec le robot Vention? On est presque à 20 d'augmentation de productivité T'es-tu sérieuse? en quelques années. Un an. Donc, oui, déjà. Notre machine qui peut rouler elle peut presque rouler 28 000 boîtes à l'heure. Avant, on était proche du 10-15 000 boîtes à l'heure. Vous avez doublé Donc, notre potentiel. Oui, c'est ça, ça s'en vient. Ça donne-tu envie d'automatiser Ben d'autres oui. postes, d'autres places? Ben oui. Je pense que c'était la phase 1 de notre collaboration avec Vention, le robot palettisseur. C'était comme le besoin du moment, mais c'est sûr qu'à long terme, c'est quelque chose qu'on va explorer davantage, là, c'est sûr. Puis sans non plus tomber dans trop le détail, puis je ne veux pas vous révéler des secrets, mais l'enveloppe d'un tel projet, est-ce qu'on parle de millions ou de centaines de milliers ou de dizaines? Des milliers. Des milliers, Ouais. carrément. C'est pas... OK, on n'est pas... On est vraiment pas si... c'est très réalisable. On est dans les périodes de recouvrement, généralement, pour les entrepreneurs, là, aux alentours 1 an et demi à 3 ans. Généralement, selon si l'usine opère 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, mais c'est une usine qui opère sur 2 chiffres. Vous êtes à 2 chiffres ou 3 chiffres? On est à 3. 3 chiffres. Oui. Généralement, on va être très proche du 1 an dans ce genre d'opération-là. À un 2 chiffres, on va être en bas de 2 ans. Moi, j'en reviens pas. Excusez. Non, mais On est proche du logiciel. Hein? On est proche de l'efficacité du logiciel ici. Puis c'est un peu ce que je mentionnais un petit peu au début. Il faut arrêter d'avoir des affaires compliquées. Il y a des quick wins à aller chercher. Il y a des choses simples à faire. Quand j'entends les chiffres que je viens d'entendre, c'est des capacités d'augmenter le volume de clients. Là, donc, ça veut dire que les gens qui font du développement d'affaires peuvent aller faire du développement d'affaires pour aller chercher plus de contrats parce qu'on vient de libérer de la marge. Donc, et en plus de ça, mais ça ne nous a pas coûté une fortune. On n'a pas été obligé de remettre l'entreprise avec des gros prêts qui mettent une pression supplémentaire de refinancement. Puis c'est ça aujourd'hui la réalité technologique. Il y a beaucoup de plug and play simples, les coûts diminuent beaucoup. Ouais. Puis c'est accessible. C'est fascinant. Nous, la majorité des cellules robots qu'on déploie au Québec, les coûts total, c'est en bas de 250 000 T'es-tu sérieux? Fait qu'on couvre, avec ce montant-là, on va aller chercher des périodes de recouvrement, comme on disait, 1 an et demi, 2 ans. C'est 250 000, c'est 3 salaires, mettons, si on dit on fait 3 chiffres, tu remplaces un... 2 chiffres, 3 chiffres, ça va faire le recouvrement 1 an, 2 ans. Voilà. Puis il y a de l'aide, il y a des programmes, il y a des subventions aussi là, pour aider les entreprises à investir dans ça aussi. Toi, Laurence, de ton côté, comment ça a été quoi comment je pourrais dire, la place du change management que vous avez dû faire dans ce projet-là? Est-ce que ça allait prendre par la main? Avez-vous 6 mois de formation? Comment que vous êtes pris pour vraiment s'assurer que l'équipe adoptait le robot? Mm-hmm. Ben déjà, le fait que Vention soit à côté, le service comme on-hand, que l'équipe s'est déplacée, a formé nos opérateurs, nos chefs d'équipe, déjà là, c'était hyper facile pour eux d'adopter ce robot-là. Puis je vais faire mon petit côté patriotique, le fait que c'était la même culture, la même langue, ça a dû aider. Oui, ça l'aide énormément. Puis aussi, on a nommé le robot. Il y a un nom? Il s'appelle Sam. J'aime ça. Donc, c'était comme, c'est ça, c'était d'apprivoiser cette nouvelle technologie-là. Puis, l'équipe a vu dès le départ là, comment ça... Le bénéfice. Vraiment. Ah, c'est le fun. Étienne, on parle justement de l'aspect culturel dans l'équation. Est-ce que c'est plus dur de convaincre un PDG de Berlin ou un PDG de la Beauce?
Ou un CFO aussi? En toute année, c'est plus difficile de convaincre un PDG de Berlin. Ah ouais? On a des bons dirigeants ici qui ont souvent ont le goût de faire affaire avec les entreprises québécoises, ils ne les connaissent pas. Puis là, je reviens Exactement. Ouais. et je pense que c'est vrai dans toutes les cultures également. Tu sais, le PDG de Berlin qui est convaincu que la meilleure automatisation industrielle au monde se fait en Allemagne et non au Québec, va vouloir explorer les solutions allemandes initialement. Fait qu'il faut se faire connaître. Mais il y a une bonne fondation. Ça, pour être capable, en fond, de venir influencer, de changer les méthodes de pensée. Si vous aviez un message justement à communiquer, là, mettons que vous avez entre 30 à 50 000 auditeurs dans un épisode de podcast québécois, vous aimeriez leur dire, tu sais, dans le fond, des gens qui hésitent encore à innover, qu'est-ce que vous leur diriez pour justement peut-être briser certains paradigmes ou certains tabous? On dit ça à nos clients manufacturiers, mais c'est vrai pour toute technologie. Il faut commencer avec un projet simple qui va avoir des résultats rapidement pour briser le moule. On ne prend pas le projet de technologie qui a la plus grande envergure ou qui a le plus On ne change pas notre ERP demain matin. On ne commence pas avec ce genre de projet-là. On fait un petit projet technologique qui amène un payback rapide, qui permet de mobiliser les gens en interne, donner confiance au management. Et une fois que ça c'est réalisé, là, on peut prendre une bouchée un peu plus solide. C'est comme un muscle, en fait, là, qui se développe. Toi, Laurence? C'est facile. C'est facile? Oui, je pense que c'est ça. C'est qu'on perçoit ça comme quelque chose qui est difficile, qui est beaucoup plus gros que ce l'est. Mais quand tu trouves des bons partenaires, c'est là que ça devient facile. Tu bâtis des relations d'affaires, tu es à l'écoute des autres, puis tranquillement, pas vite, mais tu définis des besoins, puis let's go, on fait un plan d'action. C'est tellement fun de travailler sur des projets faciles des fois. Tu as tellement de projets qui n'avancent pas ou qui ont des roadblocks que quand tu en as un qui est comment, qui lui, c'est pas un projet d'une journée, mais quand même, c'est un projet facile qui avance. Mon Dieu, que c'est le fun. Toi, Richard, de ton côté, qu'est-ce que tu... Moi, je suis fasciné. J'adore ce que j'entends là parce que c'est exactement l'esprit de j'adopte le Québec Tech. Tu sais, la découvrabilité, des choses simples, des quick wins, etc. Puis tous ces éléments-là, le cas qu'on vient d'avoir, là, c'est, j'espère qu'il va en avoir des centaines et des milliers cette année parce que... Moi, je me mets juste, mettons que 5% de nos PME faisaient un projet d'innovation, un projet de... Game changer majeur. On serait ailleurs. Ça augmenterait la productivité, en tout cas. On serait plus 37e à l'OCDE. Fait que, tu sais, de juste... Même pas tout le monde, juste commençons avec... En fait, moi, mon plus grand souhait cette année, là, des fois, on se flagelle un peu, puis qu'on arrête de se flageller. Ouais. Puis qu'on passe à l'action parce qu'on a tous les morceaux pour changer la game. C'est pas comme si on partait de loin. Les morceaux sont là. Là, il faut changer le mindset, il faut se mettre en action, puis les outils sont là. Ben écoute, c'est un message qui commence foutrement bien l'année 2026. Merci énormément. Étienne Lacroix, Laurence Desmarchais, Produlit, Vention, Richard Chénier de Québec Tech. Toujours un plaisir de vous recevoir et je pense qu'on va faire un épisode de follow-up d'ici un an pour la deuxième machine qu'on va appeler Lily, un nom cette fois-ci. Et vous à la maison, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez des questions, vous voulez réagir à l'épisode. En fait, allez sur Québec Tech, le site web, mais aussi écrivez à j'adopte@québectech.com si vous voulez participer, si vous voulez vous inscrire, être soit une PME, être une start-up, vous faire être sur la vitrine technologique. C'est là que ça se passe. C'est déjà lancé. On est vraiment dedans et c'est un mouvement qui va perdurer, ma foi, pour plusieurs années. Je l'espère. On a en fait 2 géants avec le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec qui supportent ça. Donc, c'est bien parti. Allez vous abonner, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, notre chaîne YouTube pour voir tous les épisodes des Dérangeants. Notre site web www.lesdérangeants.com est aussi. On va mettre un lien vers J'adopte le Québec Tech. C'était Étienne Crevier qui vous remercie d'avoir été là et vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!